Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on vient déconstruire les sujets de société et souvent l'idéologie dominante, non pas dans le but de troller ou de crier au complot, mais pour éveiller les futurs leaders conscients, disruptifs et impactants qui vont déconstruire le monde d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Alors, beaucoup de nouveautés dans cette affaire et je vais un peu rappeler le cadre de ce podcast. Ici, on est là pour analyser cette affaire, pour qu'on puisse s'élever de manière générale et qu'on comprenne ce qu'il se passe, notamment dans d'autres affaires, que ce soit des faits divers, que ce soit des affaires régionales, nationales ou même internationales. Donc, on dénonce des choses qui peuvent arriver à d'autres, peut-être des proches à vous, ou même qui peuvent nous arriver personnellement. Et donc, il y a des connaissances que nous n'avons pas, et c'est donc à nous de les identifier. Il y a des façons de faire que nous ne soupçonnons pas dans un état de droit, et donc pareil, c'est à nous de les constater et de les pointer du doigt. Et toute ma démarche ici a vraiment un but pédagogique. Donc ici, on est en train de documenter une affaire sur ce qu'il se passe, notamment, entre autres, dans la justice française, pour quelque chose, un fait divers aussi ridicule que l'affaire Marvel Fitness. Donc, je le précise, sur ce podcast, j'aurais pu parler de plein d'autres affaires et j'ai commencé mes podcasts sur des sujets bien différents que cette affaire Marvel Fitness. Mais si on arrive à dénoncer des choses sur des affaires aussi petites que celle-ci, je vous laisse imaginer ce qu'il se passe dans des affaires de niveau national ou international. Donc, je vous invite réellement à réécouter tous les podcasts de cette affaire pour vous faire une idée de tous les angles d'attaque qu'on pourrait prendre sur bien d'autres affaires. Et une fois cette intro passée, on peut enfin commencer. Dans le podcast précédent, donc, je vous ai détaillé la stratégie du premier avocat d'un point de vue un peu plus technique au niveau judiciaire. Donc, il a pointé du doigt un dossier bancal dans le fond comme dans la forme. Et donc, concrètement, si on rappelle succinctement ces points, c'est que l'identification des comptes n'a pas été faite, l'enquête du coup n'a pas été menée correctement, et pour ceux qui doutent encore de ce point crucial, je tiens à vous dire que quand la partie civile a déposé plainte, ils ne connaissaient pas le nom de Abanoussal, donc ils ont forcément mentionné les chaînes YouTube et les comptes Insta. Et donc, vous devez vous mettre à la place d'un juge, d'un magistrat, c'est que quand il voit arriver l'affaire, il va lire ce qu'il y a écrit dans la plainte et dans le dossier. Et donc, quand on n'a pas le nom de la personne, forcément, on va faire référence au compte. Et donc, il va falloir trouver les preuves pour nous dire que le détenteur de ce compte Insta et YouTube, c'est bien la personne que nous avons en face de nous. Donc, soit il y a un aveu de la personne, soit il y a un flagrant délit, soit on ouvre une enquête. Et c'est bien ça le point crucial, c'est que cette enquête a été ouverte. Il y a eu des rapprochements qui ont été faits entre le numéro de téléphone et Abanoussal, mais pas avec le compte YouTube et le compte Insta. Donc le juge ne connaît pas Marvel Fitness, ne connaît pas sa tête, et donc il lit simplement des documents. Et donc un des gros problèmes de ce dossier, c'est déjà dans les documents, dans la plainte, le nom de la chaîne n'est pas bonne. Donc pour l'enquête, déjà c'était mal barré pour trouver la personne derrière. Ensuite, concernant les possibles aveux, on aurait pu se baser sur ce qui s'est dit en garde à vue, mais vu les nullités qui ont été pointées, le PV de garde à vue aurait dû être retiré du dossier, tout simplement parce que notamment j'ai vu passer sur le Twitter de Marc Goudarzian, donc l'ancien avocat que je vous invite à lire, la garde à vue aurait duré 12 heures et ne lui aurait pas proposé de repas, ce qui n'est pas possible. Donc on ne soutire pas, entre guillemets, des faits ou des aveux dans de telles conditions. C'est une des raisons, parce qu'il y a plusieurs nullités concernant la garde à vue, c'est une des nullités qui a été soulevée pour retirer ce PV de garde à vue dans le dossier. Ensuite, les preuves. Les preuves, donc, on a bien dit qu'il fallait qu'elles rentrent dans la date de prévention, et donc forcément, si c'était des impressions écran, ça ne passe pas. Les constats d'huissier, pareil, dans le pénal, ça ne passe pas. Les certificats médicaux sont suspects dans le fond comme dans la forme. Dans la forme parce qu'il y a des successions de numéros pour des certificats médicaux qui sont sur des périodes de temps espacées, et surtout que ça doit être fait non pas par un généraliste, mais par un spécialiste et même par une unité médicale judiciaire. Et donc les certificats médicaux, c'est vraiment la preuve des harcèlements ou des violences sur avocat.
Et de la même manière, ils ont fait mention d'infraction de presse dans la plainte, et donc, normalement, la procédure n'aurait pas du tout dû être celle-là, et il n'aurait pas pu y avoir de mandat de dépôt dans ce cas précis d'infraction de presse. Donc la case prison n'était absolument pas possible. Là, ce que je viens d'évoquer, c'est vraiment tout ce qui était bancal et ce qui a été pointé du doigt. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, au vu de tous ces éléments, ces conditions sont les bonnes pour juger un homme, même si potentiellement il est coupable dans les faits? Parce que clairement, là, ce qu'on pointe du doigt, c'est un dossier qui a été mal monté, qui est bancal, et juste le fait de se tromper sur le nom de la chaîne dans la plainte n'est pas du tout sérieux. Et donc, on arrive maintenant au sujet de notre podcast, puisque Marc Goudarzian a tweeté, a commenté la retranscription du jugement qu'il y a donc eu le 21 septembre. Et c'est donc le détail de comment s'est déroulée l'audience. Certains y ont assisté, d'autres non, donc c'est quelque chose de très essentiel comme document, et notamment, j'imagine, pour les magistrats qui vont statuer au moment de l'appel. Ça va être la base, puisqu'ils vont potentiellement reprendre le dossier et regarder ce dossier avec un regard neuf. Donc on s'attend à ce qu'ils trouvent dans ce dossier tous les éléments qui ont été partagés lors de l'audience. Sauf que là, la retranscription n'est absolument pas fidèle à ce qui s'est déroulé. Donc je pense qu'on a tous entendu que la plaidoirie de l'avocat de Marvel, donc Marc Goudarzian, a été assez courte, a duré 15 minutes contre les 45 minutes de la plaidoirie de la partie civile. Et si on en croit donc le compte Twitter de Marc Goudarzian, ce que l'on comprend, c'est que si tout ce qui a été dit par la partie civile a bien été retranscrit, rien n'a été retranscrit de la plaidoirie de Marc Goudarzian. Et donc là, il y a un véritable problème, c'est comme si Abanou Sall n'avait pas eu d'avocat. Donc, moi, je veux bien que sa plaidoirie soit courte, mais le minimum, c'est de retranscrire ce qu'il a dit. Et donc, tout ce qu'il a dit, c'est ce que je viens de vous lister en début de podcast. C'est tout ce qu'il a pointé du doigt au niveau du dossier, donc les identifications de compte, les certificats médicaux, etc. Tout ça, donc, a été passé sous silence dans cette retranscription de jugement. Et encore une fois, je me base sur les tweets de Marc Goudarzian. Donc il précise que les rejets des 15 moyens de nullité qui ont été faits donc en début d'audience ont été justifiés, mais ils sont très discutables et qu'ils ne tiendront pas face à la Cour de cassation. Mais par contre, ils n'ont pas du tout statué sur l'éventuel conflit d'intérêts qui a été soulevé par l'avocat. Il précise aussi que le mandat de dépôt a été justifié parce que Marvel aurait électrisé sa communauté avant de rentrer en prison et aurait appelé à des représailles en août et en septembre, et que potentiellement, il y avait des risques qu'il fuit la France, et donc du coup, c'est ce qui a motivé son incarcération immédiate. Et donc, il précise aussi que s'il avait été relaxé en première instance, les parties civiles ne pouvaient plus faire appel derrière, seul le parquet pouvait le faire, et encore, ils ne le font pas souvent. Donc là, la question qu'il faut qu'on se pose, parce que c'est assez énorme ce qui est en train de se passer, donc c'est que, est-ce qu'il y a eu une erreur dans cette retranscription? Est-ce que ça a été volontaire? En tout cas, toute la défense, la stratégie que je vous ai décrite dans le podcast précédent, a été occultée et ne sera donc, j'imagine, pas présentée de cette façon-là en appel. Donc, si Marvel est jugé en appel sur la base de ce qui est retranscrit, là, il y a une nouvelle injustice, puisque ça a été mal retranscrit en la défaveur de Marvel. Donc, même si les juges, pour le coup, ce sont des nouveaux juges et ils essayent d'être objectifs, ils vont donc se baser sur des documents qui ne sont pas justes, et surtout que Marvel change d'avocat et potentiellement la stratégie ne sera pas forcément la même. Et donc, pour être très honnête, c'est la première fois que je suis encore plus choqué que d'habitude dans la préparation d'un podcast, parce que cette fois-ci, je me dis encore une fois, ils ont osé. Ils ont osé aller encore plus loin que ce qui était possible, c'est-à-dire finalement mettre sur papier une vérité occultée. Et donc, autant dire, un mensonge. Et donc, ça révèle beaucoup de choses, notamment peut-être que ils ont littéralement saboté une stratégie qui pouvait être gagnante
d'un point de vue juridique en tout cas, pour Marvel, parce que sinon je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas laissé ces informations, quitte à ne pas les prendre en compte. Et donc je me dis vraiment que cette stratégie, c'était le moyen pour Marvel de sortir indemne, sans casier judiciaire, presque même avec une indemnité à la fin, et peut-être presque en attaquant tout le monde en justice pour l'avoir désigné coupable publiquement avant l'heure. Et donc, là, on arrive dans un nouveau tournant, puisque peut-être que la stratégie ne sera plus la même, puisque je ne sais pas si on peut faire appel par rapport à cette retranscription erronée ou non, mais en tout cas, je pense que ce qu'ils veulent, c'est de pousser Marvel à faire des aveux, et donc passer sous silence finalement ce dossier complètement bancal dans le fond comme dans la forme. Et donc, s'il fait des aveux et il parle sur les faits, finalement, ils n'ont plus à revenir sur l'identification du compte. Et donc, on assiste vraiment pour moi à une YouTubisation de la justice, où ils veulent parler des faits et du storytelling comme on en parle sur YouTube. Ils veulent des larmes, des émotions, des montages Netflix, un seul son de cloche, des partis pris. Mais en fait, la justice, c'est pas YouTube. La justice ressemble plus à ce que je vous ai décrit dans le podcast précédent. Et c'est un peu ça, le métier d'avocat. C'est pas un métier de monteur, youtubeur, Netflix. Et si certains peuvent être choqués par l'aspect un peu stratégique du métier d'avocat, parce qu'il va jouer sur la forme, parce qu'il va jouer sur les lois, mais c'est avant tout pour éviter qu'on tombe dans l'émotionnel et qu'on condamne des personnes sans que les procédures soient respectées, quand bien même ils sont potentiellement coupables dans les faits. Et notamment dans ce cas précis, on peut pas s'appuyer sur des preuves qui ne valent rien, encore plus quand des personnes du côté de la partie civile avouent qu'elles ont fait des faux et des usages de faux. Donc nous sommes dans un état de droit, il y a des personnes qui ont fait peut-être des choses, mais respectons les procédures pour ne pas que ça parte en live. Et que finalement on tombe dans une république où on incarcère arbitrairement et qu'on condamne arbitrairement les personnes. Et l'idée c'est vraiment qu'on puisse commencer un procès et de vérifier que tout est clean avant. Mais là, dans ce cas-là, vous l'aurez compris, rien n'est clean. Et que l'objectif est très clair, c'est de tomber dans un pur procès YouTube, Netflix, émotionnel, et qu'on puisse condamner quelqu'un pour des raisons idéologiques et peut-être faire une jurisprudence sur le cyberharcèlement. Donc je pense que l'idée principale, c'est qu'ils veulent absolument provoquer Abano pour qu'il s'exprime sur l'affaire, et donc qu'on occulte toute la bancalité du dossier. Mais je pense que c'est un énorme piège qui lui est tendu, parce que de toute façon, la façon dont ce sera présenté, c'est que tout lui sera reproché à lui, et vraiment ce sera à sens unique, quand bien même les preuves ne sont pas recevables, quand bien même il y a eu une dick pic, puisque de toute façon, il n'y a pas eu de plainte pour cette dick pic. Et donc je constate simplement ici que, encore une fois, c'est que tous les coups sont permis pour faire tomber un homme, et je ne sais pas du tout comment les autres affaires se passent, je ne sais pas s'il y a autant d'injustices et dans quelles conditions s'expriment ces injustices. Là, on atteint quand même un certain niveau qui est délirant et qui est l'expression finalement de ce que j'ai décrit dans tous mes podcasts précédents, mais là, on a vraiment des faits et on voit comment ça se passe exactement, preuve à l'appui, en tout cas, sur les dires du premier avocat de Marvel. Donc, j'ai envie de dire que quelque part, il a cette chance, Marvel, que ce soit une personnalité publique avec une communauté et qu'il ait partagé beaucoup de choses en amont et qu'il ait documenté, et il a eu vraiment du flair de faire ça, et quelque part d'avoir des avocats qui communiquent sur Twitter, que ce soit sur Twitter ou ailleurs, ce genre d'infos pour qu'on puisse en fait les relayer et qu'on démontre que l'injustice, elle est vraiment à plusieurs niveaux. Donc moi, je veux bien qu'on puisse leur reprocher des choses, mais là, il y a beaucoup d'autres choses à reprocher et à la partie civile, et dans ce système judiciaire, et dans ce système même en général. Et donc, là, je me pose vraiment des questions aussi sur les personnes qui ont rejoint cette plainte, parce que c'est clair qu'il y a 2 personnes qui veulent sa peau, 2 voire 3 on va dire, mais qui sont les 7 ou 6 autres personnes? Et est-ce qu'elles cautionnent vraiment ces façons de faire? Et ça, c'est une vraie
question qu'elle devrait se poser parce que cette affaire va très loin et on utilise des moyens qui vont très loin aussi. Et ça doit peser sur la conscience sur certaines, ou non, j'en sais rien, mais en tout cas, quelque part, là, elle s'associe à cette injustice, quand bien même il ait pu faire quelque chose sur elle, mais je pense que c'est vraiment des affaires encore plus ridicules que les autres. Et de l'autre côté, je me dis aussi que là, il y a une véritable responsabilité de tous les youtubeurs, parce que là, on attaque concrètement leur métier, et tous les youtubeurs qui se taisent sur cette affaire et qui ne prennent pas position, il y a un véritable problème. Il y a deux positions à prendre sur les faits elles-mêmes et sur ce qui est en train de se passer dans ces procédures et jusqu'à où ça va. Donc, je ne comprends pas comment les youtubeurs peuvent passer sous silence tout ce qui a amené à cette incarcération, parce que là, ça dépasse les faits. Et je ne comprends pas ce manque de solidarité entre youtubeurs, parce que si ça arrive aujourd'hui à quelqu'un, ça pourrait arriver à quelqu'un d'autre demain. Et donc moi je veux bien que tout le monde n'ait pas la connaissance de tout ce qui s'est passé et de tout ce que certains peuvent décrire dans certaines vidéos ou certains de mes podcasts, mais quand même, ça doit interroger le fait que pour ce qui s'est passé, quelqu'un va en prison en première instance. Donc moi je fais ces podcasts sur du très long terme, j'espère que des youtubeurs plus influents vont écouter toute cette affaire quand la tension sera descendue et décider de se positionner, parce que sinon, c'est vraiment cautionner ce type de procédure, ce type de manière de faire et ce type de système. Et donc là, j'espère que certains youtubeurs vont revenir sur certaines de leurs positions, parce que là, ils sont en train de mettre des coups à un homme qui est déjà à terre, à qui on peut reprocher évidemment des choses, mais on a tous des choses à se reprocher. Donc voilà, ce que j'avais envie de vous partager. Très sincèrement, je suis pas très optimiste parce que là, je vois qu'ils vont très loin. S'ils sont prêts à occulter des choses, des retranscriptions, des parties entières dans des documents officiels, je pense que là, ils vont s'acharner parce que si ils ne vont pas au bout, eh bien c'est l'incompétence de ceux qui ont mené l'enquête ou ceux qui ont constitué le dossier qui va jaillir aux yeux de tous. Et donc, j'ai bien l'impression qu'ils vont tout faire pour aller très loin dans cette condamnation, le plus loin même presque possible, et qui vont essayer de le maintenir en prison le plus longtemps possible, quand bien même il soit relaxé partiellement ou relaxé complètement. J'ai l'impression que là, il s'acharne un peu sur lui, et évidemment, c'est quelque chose qui se fait en réseau, puisque j'imagine que qui a fait le compte-rendu, c'est la greffière. Je ne comprends pas comment elle a fait ce type de faute-là et que ce soit passé comme une lettre à la poste. En tout cas, même s'il gagne sur le plan juridique, pénal, que Marvel fasse de la prison, j'ai une chose est certaine pour moi, c'est que Marvel va sortir gagnant sur un autre plan. Et cet autre plan, c'est pas le plan, évidemment, de la justice, mais je pense que seul l'avenir nous dira sur quel plan il va gagner, mais pour moi, il va réussir à transmuter cette histoire à la hauteur de l'injustice qu'il a vécue. Donc on va continuer de documenter cette affaire. N'hésitez pas à relayer cette information, à en parler autour de vous, à faire vous-même peut-être des podcasts ou des vidéos, peu importe. Mais ça commence à faire beaucoup cette histoire. Et c'est vrai que c'est compliqué de lire ces informations et de se dire que tout ceci est possible dans un pays comme la France. Donc voilà, c'était encore une fois un podcast pas très réjouissant et j'en suis désolé, mais là quelque part il faut voir la vérité en face, il faut qu'on ait les éléments face à nous, et je vous invite à commenter, à partager, à enrichir ce podcast, à vous abonner si besoin. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.